Bon, donc je vous avais dit que ces protéines transporteuses et ces canaux et tout ce dispositif membranaire est très important dans la mesure que c'est par le biais de ces transports que le message nerveux va prendre naissance et il va être propagé et transmis, et c'est surtout dans la mesure où ça donne un éventail très important de supports pharmacologiques euh, donc à la base de la compréhension de plusieurs pathologies ainsi que la mise au point de plusieurs thérapies. Donc là, par exemple, concernant les canaux sodiques voltage dépendants, on avait parlé d'une substance qui peuvent les bloquer, et c'est comme ça qu'ils ont pu identifier la présence de ces canaux, hein, dans l'introduction qu'on avait ensemble. Cette tétradotoxine ou TTX qui bloque les canaux sodiques voltage dépendants. L'origine de cette substance, c'est dans les ovaires et dans les viscères d'un poisson dans les eaux japonaises qui s'appelle le tétradon. Et si ce poisson est mal préparé, vous aurez des problèmes en mangeant du sushi, par exemple. C'est pourquoi il faut vraiment des connaisseurs en la question pour préparer ce poisson pour le manger cru. Parce que si jamais il reste des traces de TTX dans ce qu'on mange, ça peut causer des problèmes, et il y a pas mal de gens qui peuvent être très sensibles à cela. Donc en bloquant les canaux sodiques voltage dépendants, il y a plus possibilité de naissance de potentiel d'action, et ça peut avoir des répercussions très graves. Il y a le TEA ou le tétraéthylammonium qui est une substance synthétique, mais celle-là, elle peut bloquer les canaux potassiques voltage dépendants. Et donc, en empêchant la repolarisation de la membrane après la dépolarisation et en empêchant donc la sortie des ions potassium, ça empêche la repolarisation et donc ça prolonge la dépolarisation, hein, et donc ça peut entraîner aussi des répercussions qui peuvent être très graves au niveau des synapses. Donc au niveau d'une synapse neuromusculaire par exemple, ça peut prolonger la libération de l'acétylcholine parce qu'elle prolonge le temps de l'installation du potentiel d'action, et donc il va y avoir plus d'acétylcholine dans la fente synaptique et plus de contraction. Ça, si on prend le côté négatif de ces substances, mais on peut penser au côté positif. Si jamais on a un problème de myasthénie, par exemple, et on a besoin d'augmenter l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique, on peut avoir recours, évidemment dans des conditions thérapeutiques et non pas après la décision de la voisine, c'est le médecin qui va prescrire ça. On peut avoir recours à des molécules comme ça pour prolonger le temps de libération de l'acétylcholine et donc remédier à cette faiblesse de contraction musculaire, etc. Par exemple, un autre exemple concernant les pompes, par exemple, la pompe sodium-potassium ATPase au niveau des cellules contractiles cardiaques, hein, il y a un site d'action pour la digitaline ou l'ouabaïne, qui est une substance naturelle, hein, d'une plante qui est la Purpura digitalis. Donc le principe actif de cette plante, il est utilisé en cas d'insuffisance cardiaque. Voilà, sur ce schéma-là que vous voyez à droite de votre écran, il y a cette cellule contractile cardiaque, on a la pompe sodium-potassium, d'accord? C'est la pompe sodium-potassium. Donc l'ouabaïne, on est sorti un peu du système nerveux, mais c'est pour vous donner des exemples de l'importance physiologique et thérapeutique de ces échangeurs membranaires. Donc cette ouabaïne, elle va bloquer la pompe sodium-potassium ATPase, et du coup, le sodium ne sort plus de la cellule. Le sodium ne sort plus de la cellule du moment que cette pompe ne travaille plus comme il faut, ou elle est bloquée. Donc quand le sodium reste au niveau de la cellule, toujours au niveau de ces cellules cardiaques, hein, il y a un échangeur sodium
calcium qui est chargé, entre autres, de faire sortir le calcium de la cellule après la contraction. Et cet échangeur, c'est un échangeur actif secondaire, donc il a besoin d'un gradient sodique pour s'activer. Quand le sodium s'accumule à l'intérieur de la cellule, on a perdu ce gradient sodique et donc cet échangeur ne travaille plus. Quand il ne travaille plus, le calcium ne sort plus de la cellule, il reste dans la cellule cardiaque, ce qui va amener la cellule cardiaque à se contracter un peu plus parce que vous savez très bien que le glissement des filaments au moment de la contraction, c'est un phénomène qui est calcium dépendant. Donc, des gens qui ont une insuffisance cardiaque on peut leur prescrire, enfin le médecin peut leur prescrire ce médicament par exemple. Donc c'est un exemple qui n'a rien à voir ici en bas, qui n'a rien à voir avec les cellules cardiaques, qui n'a rien à voir avec les canaux sodiques et potassiques voltage dépendants, mais c'est pour vous dire que de tels échangeurs, que ce soit des échangeurs actifs secondaires, des canaux récepteurs ligands dépendants, etc., ou des pompes se trouvent au niveau, par exemple ici, c'est comme au niveau des cellules proximales tubulaires, des transporteurs de glucose, par exemple, qui sont aussi sodium dépendants, qu'on trouve au niveau de la cellule intestinale ou la cellule proximale tubulaire. Voilà, à titre d'exemple évidemment. Je continue avec la pharmacologie, par exemple. Oméprazole, c'est une substance aussi exogène qui peut bloquer la pompe à protons qui existe au niveau de l'estomac et qui va empêcher l'acidification de l'estomac, qui va empêcher la libération des ions H+ dans la lumière de l'estomac et donc ça diminue l'acidité de l'estomac. Et tous les médicaments qu'on prend quand on a un reflux ou bien les brûlures d'estomac, les brûlures du système digestif supérieur, il y a beaucoup qui sont à la base d'oméprazole. Ok, il y a l'amyloride qui peut bloquer les échangeurs Na+, K+, et des échangeurs Na+, H+. Il y a, par exemple, l'amyloride, c'est une substance exogène. Il y a la phospholambane, qui est une substance intégrante de la membrane du réticulum sarcoplasmique, et cette protéine, si vous voulez, elle bloque la pompe calcium-potassium ATPase, qui est, elle, chargée de repomper le calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique après la contraction musculaire. D'accord, donc ce qui va entraîner donc la phospholambane, quand elle bloque cette pompe n'est plus capable de repomper le calcium et le calcium reste dans le sarcoplasme et ça va augmenter la contraction. Voilà, c'est des exemples pour vous expliquer un peu les possibilités ou bien la pharmacologie de ces échangeurs ioniques. Le curare, par exemple, c'est l'antagoniste des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine qu'on trouve au niveau de la plaque motrice, au niveau de la cellule musculaire, et c'est par le biais de ces récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine que l'acétylcholine, en tant que neurotransmetteur, va entraîner l'excitation de la cellule musculaire et par suite sa contraction. Donc le curare, il bloque ces récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine et donc entraîne une paralysie musculaire. Il y a aussi la toxine colérique, il y a la mucoviscidose, au cas de la mucoviscidose, c'est tout, dans tous ces cas, il y a une perturbation dans le transport ionique au niveau de ces canaux ou ces protéines transporteuses. D'où leur importance, si vous voulez. Voilà. C'est pas très clair, mais ça peut vous montrer. C'est une liste. Évidemment, vous n'allez pas l'étudier, ni par cœur, mais vraiment à titre d'observation, à titre d'information. Il y a toute une appellation pour des pathologies qui sont dues à un malfonctionnement des canaux, de ces canaux membranaires, dont on a cité quelques-uns, dans ce cours. Ces pathologies sont groupées sous le nom de canalopathie parce que leur origine, ça vient d'un dysfonctionnement de canaux, normalement par des mutations
au niveau de ces canaux et donc ils ne fonctionnent plus très bien. Comme regardez un peu, par exemple, dans les cas de l'épilepsie, dans les cas de dyskinésie, des problèmes de mouvement, dans les cas d'ataxie aussi des problèmes de mouvement, dans le cas de myotonie, aussi paralysie, dans les cas myasthéniques, hein, regardez un peu quels sont les gènes impliqués dans ces canalopathies, dans ces pathologies. Donc c'est ou bien des canaux sodiques, ou bien des canaux potassiques, ou bien calciques, ou bien des canaux qui sont des récepteurs. C'est des canaux ROC, des récepteurs au GABA, ou bien des récepteurs métabotropes, nicotiniques à l'acétylcholine, ou bien des récepteurs à la glycine, qui est un neurotransmetteur, etc., etc. Donc vraiment, ces protéines, ou bien ces protéines qu'ils soient, les canaux voltage dépendants, ou bien les protéines réceptrices, ionotropes ou métabotropes, possèdent une très, très, très grande importance du moment qu'ils sont à la base du fonctionnement de ces cellules spécialisées, si on parle des cellules nerveuses, donc à la base du fonctionnement de ces cellules nerveuses. Bon, à titre d'information seulement, il y a un autre groupe de canaux appelés les transient receptor potential ou les canaux TRP. C'est une grande famille de canaux qui ne sont pas voltage dépendants, qui ne sont pas récepteurs dépendants, c'est-à-dire qui jouent pas le rôle de récepteur, mais qui peuvent être sensibilisés et qui peuvent s'ouvrir ou fermer suite à des messagers, par exemple intracellulaires ou extracellulaires, mais qui sont pas ni le voltage, ni ils vont jouer le rôle de récepteurs. À titre d'exemple de ces canaux TRP, regardez au niveau de la cellule bêta-pancréatique, et ça n'a rien à voir avec notre cours sur le système nerveux, mais on le verra quand on va parler de la libération de l'insuline, quand on va parler du système endocrinien. Donc on reverra exactement ce même schéma. Regardez, quand le glucose augmente dans le sang, il va entrer dans la cellule bêta et il va être métabolisé. Les produits de métabolisme, quand l'ATP augmente à l'intérieur de la cellule, cette ATP, elle va déclencher une signalisation enzymatique qui va fermer un canal potassique qui n'est pas un canal voltage dépendant, qui n'est pas un canal ROC, récepteur pour un ligand quelconque. C'est un canal qui appartient à cette famille des canaux TRP. Donc, c'est une enzyme intracellulaire qui va le phosphoryler, elle va le fermer, le potassium s'accumule à l'intérieur de la cellule, ça va changer le potentiel de cette cellule, elle va pas donner sûrement pas un potentiel d'action parce qu'elle c'est pas une cellule nerveuse, mais elle est polarisée, elle va être entre guillemets dépolarisée. Donc, cette accumulation du potassium à l'intérieur de la cellule va changer la polarité de cette membrane comme si elle était dépolarisée. Elle est en fait dépolarisée et cette dépolarisation va ouvrir au niveau de ces cellules bêta, la membrane des cellules bêta, des canaux à ce moment-là calcium voltage dépendant, parce qu'il s'ouvre suite au changement de la polarité. Le calcium entre dans la cellule bêta pancréatique et les vésicules contenant l'insuline vont être vont libérer leur contenu par exocytose, qui partout où il y a une exocytose, c'est une exocytose qui va être calcium dépendante. Voilà cette autre superfamille de canaux membranaires qu'on peut trouver aussi bien sur les cellules nerveuses que sur les cellules cardiaques, que sur les cellules endocrines, que sur les cellules musculaires, etc., etc. Voilà, moi je crois que c'est pour un petit rappel concernant ces protéines membranaires, ça va être suffisant pour pouvoir vraiment démarrer notre cours sur la physiologie de la cellule nerveuse. Merci à vous, à bientôt.